Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Le réveil sonne au pied du lit de Jerry Fleming. Il ouvre les yeux et une petite grimace se dessine sur son visage. Il souffre d'une légère aigreur d'estomac. Tout en avalant son café dans la cuisine, il songe à une phrase qu'il a lue la veille avant de s'endormir. La grandeur d'un homme se mesure au nombre et à la qualité de ses ennemis. Jerry Fleming n'a pas beaucoup d'ennemis, à vrai dire. Il n'en a même qu'un seul. Mais c'est un ennemi de taille. Entre deux, dans l'agence de publicité où il travaille, c'est une lutte à mort. Un jour, l'un des deux s'installera dans le bureau du directeur, tandis que l'autre pourra les pointer au chômage. Une telle issue ne fait aucun doute. Tous les jours, Jerry s'acharne à démolir les idées de son redoutable concurrent, Harry Seton. Hier encore, au cours d'une réunion de travail, Jerry a ironisé sur la dernière campagne de son rival qui a donné des résultats désastreux. Après cet échec, a-t-il rappelé cruellement, les aliments pour chiens Get-Tutu ont décidé de se passer de nos services. Malheureusement, Seton dispose d'un appui important. En effet, le directeur actuel, Anthony Moore, lui est tout acquis. Hier encore, au cours de la même réunion, le directeur a déclaré « Ah, Seton, heureusement que vous êtes là. Bien sûr, cette campagne pour Get-Tutu n'est pas une réussite, mais vous avez remporté tant de succès que je ne peux pas vous en vouloir. » À cet instant de la réunion, Harry a tourné un regard triomphant vers Fleming et depuis... celui-ci a des brûlures d'estomac. « Il faut que je trouve un moyen pour dégommer Seton », se dit Jerry en avalant une cuillerée de bicarbonate. « Sinon, je vais y laisser ma santé. » Quel gâteux ce Moore, incapable de reconnaître les vrais talents. Un quart d'heure plus tard, Fleming arrive à son agence. En entrant dans son bureau, il a un choc. « Mademoiselle Turner! Mademoiselle Turner! Voulez-vous bien me dire où est passé mon fauteuil? »« C'est Monsieur Seton qui l'a pris, » répond la jeune fille. « Il a dit qu'il en avait besoin pour recevoir un client important. Il vous le rendra dès que son rendez-vous sera terminé. »« Ah bon. Et vous ne savez pas qui était ce client important? »« Non, monsieur, mais vous pourriez peut-être le demander à Monsieur Seton. » La jeune fille regarde Jerry avec un sourire ironique. Elle n'ignore rien de la bataille psychologique que se livrent les deux directeurs adjoints et elle se dit que Seton vient de marquer un point. Effectivement, le visage de Jerry se déforme et il porte la main à son ventre. Toujours ces satanées brûlures d'estomac. Ensuite, alors que la secrétaire est sortie, il lit son courrier. Rien de bien intéressant. Jerry paierait cher pour se glisser dans le bureau de Seton. Qui peut bien être ce mystérieux client? Ça fait des semaines qu'Harry n'a pas décroché le moindre contrat. S'il réussit ce coup-là, Moore va encore chanter ses louanges. Fleming se tortille sur la chaise qu'il a réussi à trouver dans le couloir, et enfin il ouvre la dernière enveloppe de son courrier. Tiens. C'est bizarre, ça, elle n'est pas timbrée, cette enveloppe. Elle a dû être déposée directement dans la boîte de la compagnie. D'autre part, son en-tête est assez mystérieuse. Société unioniste du monde. Société unioniste du monde, qu'est-ce que c'est que ça encore?
Jerry décachette l'enveloppe et lit la lettre. « Cher Monsieur Fleming, votre nom nous a été indiqué par une relation commune. Notre organisation fournit des services dont je serais heureux de vous entretenir. Comme ils sont d'un genre assez particulier, il m'est difficile de les préciser ici. Néanmoins, je suis sûr que vous pourriez être intéressé. Je me permettrai de venir vous voir dans quelques jours, sauf contre ordre de votre part. » La lettre est signée d'un certain Carl Tucker. Et en bas de la feuille, on peut lire « Association à but non lucratif ». « Je vois ce que c'est », se dit Fleming. « Une secte ou quelque chose comme ça. La dernière fois que j'ai accepté un rendez-vous de ce genre, c'était pour les adorateurs du 7e ciel et ça m'a coûté $50. » Cependant, Jerry lâche rapidement la lettre, car il vient d'entendre du bruit au bout du couloir. Ça vient du bureau de Seton. Fleming se précipite dans le couloir. Malheureusement, le mystérieux client vient de sortir. « Excusez-moi, mon vieux, » dit Seton avec un large sourire. « Je vous rends votre fauteuil. Je n'avais qu'une chaise pour recevoir mon client et ça aurait fait mauvais effet. Vous comprenez, sa société est d'une telle envergure. » Jerry retourne dans son bureau en proie à la plus vive inquiétude. Il imagine déjà le triomphe que va remporter Seton au cours de la prochaine réunion quand il annoncera le nom de son mystérieux client. Après tout, se dit-il, pour se rassurer, c'est peut-être du bluff. Harry n'a certainement aucune affaire en vue, il cherche seulement à m'impressionner. Alors, une idée vient à Jerry. Si Harry veut la guerre, se dit-il, il l'aura. Sans attendre une seconde, Fleming convoque sa secrétaire dans son bureau. « Mademoiselle Turner, veuillez s'il vous plaît me prendre un billet d'avion pour Chicago. Pour mardi prochain, j'ai une affaire extrêmement importante à traiter là-bas. Je reviendrai dans la journée. » « Une affaire importante, monsieur ?» demande la secrétaire en écarquillant les yeux. « C'est cela. Désolé, mademoiselle Turner, mais je ne peux pas vous en dire plus. C'est top secret. » La jeune fille sort de la pièce. Nul doute que dans moins d'une heure, toute la boîte sera au courant. Cette Marcia est une vraie pipelette. Alors, Harry aura lui aussi des raisons de s'inquiéter. En fait, Jerry n'a aucun contrat en vue à Chicago. Il en profitera juste pour relancer un vieux client tout acquis à sa société, mais à son retour, il annoncera cela comme un triomphe. L'essentiel, se dit-il, ce n'est pas de monter de grosses opérations, non. Ce qui importe vraiment dans cette boîte, c'est de mettre son travail en valeur. Eh bien, je vais m'y employer, comme ça, j'impressionnerai ce vieux gâteux de Moore. Le jeudi suivant, Jerry effectue un voyage éclair à Chicago. À son retour, il prend des airs de mystère et dit de manière évasive que l'affaire est en bonne voie. Pourtant, en cette fin d'après-midi, il n'obtient pas le résultat escompté. En le croisant dans le couloir, ses collègues le regardent avec suspicion, avec inquiétude, comme s'il avait fait une grosse bêtise. C'est Harry Seton qui lui donne la raison de cette atmosphère. « Oh, au fait, Jerry, » lui dit-il d'un air amical, « vous auriez dû prévenir que vous partiez pour Chicago. Un client est venu pour vous voir. Vous savez, le type qui vend des livres pour les enfants, il était furieux. Vous aviez rendez-vous avec lui et vous ne l'avez même pas décommandé. Enfin, heureusement que j'étais là pour rattraper le coup. Je lui ai fait signer un contrat. Au fait, ça s'est bien passé, ce voyage à Chicago? J'espère pour vous que c'était une affaire importante. » « Oui. » murmure Jerry. « Oui, une affaire très, très importante, évidemment. Ça n'est pas encore signé, mais je vois, le coupe Seton. C'est ce qu'on appelle du long terme, quoi. » Il a un sourire ironique et laisse Fleming planté dans le couloir. Dans l'entrée de son bureau, celui-ci croise sa secrétaire. « Bonjour, monsieur Fleming. Il y a un homme qui attend pour vous voir. »« Ah oui? Qui est-ce? » demande Jerry. Avec un peu de chance, c'est un client. Si Jerry arrive à conclure une bonne affaire, il adoucira un peu cette journée déplorable. « Un nommé Tucker, » répond la jeune fille. « Il est secrétaire d'une société au nom bizarre. » La jeune fille cherche dans ses souvenirs.
Société unioniste, je crois. Ah, flanquez-le à la porte, hurle Jerry. Et il a déjà eu assez d'ennuis comme ça sans supporter encore les délires d'une secte. Société unioniste, qu'est-ce que c'est que cette farce? Fleming se souvient de la lettre que lui a envoyée ce fameux Tucker. Il la cherche dans ses papiers et la relit. Il soupire, ce n'est pas très gentil d'avoir fichu ce type à la porte. Après tout, c'est peut-être intéressant, cette société unioniste. En proie à un remords, Fleming demande à sa secrétaire de le rappeler. « Désolé, monsieur, dit la jeune fille, mais il vient juste de partir. »« Bon, alors, cherchez son numéro dans le bottin. Je vais lui donner un autre rendez-vous. » Quelques instants plus tard, la secrétaire revient. « Ça n'est vraiment pas de chance, monsieur. La société unioniste n'est pas dans l'annuaire. J'ai aussi téléphoné au renseignement, mais ils n'en ont jamais entendu parler. » Pourtant, le lendemain, alors qu'il l'avait complètement oublié, Jerry reçoit un coup de téléphone de ce mystérieux Tucker. « Oh, c'est vous, excusez-moi mon vieux, j'avais pas mal de soucis hier et je n'ai pas pu vous recevoir, vous savez ce que c'est. »« Je comprends, monsieur Fleming, je comprends. Alors, pourriez-vous me fixer un rendez-vous cette fois ?»« Mais bien sûr, mon vieux, attendez, votre truc là, c'est la société unioniste, c'est ça, hein? Drôle de nom entre nous. Enfin, je suppose que ce sont de bonnes œuvres ou quelque chose dans le genre, hein? Eh bien, pourquoi pas? Nous pourrions peut-être nous aider. Après tout, une boîte de publicité comme la nôtre a aussi besoin de faire sa propre publicité. Mettons demain 15 heures, ça colle? Parfaitement, monsieur Fleming. Toutefois, je tiens à vous prévenir, nous ne nous occupons pas exactement de bonnes œuvres, voyez-vous. Les services que nous proposons sont d'un genre assez particulier. Il s'agit... ça n'est pas facile au téléphone. Écoutez, je préfère vous en parler de vive voix. Attendez, mon vieux, attendez, je déteste les devinettes, hein. Mettez-moi au moins sur la voie, en 2 mots. C'est quoi, la société unioniste? D'accord, monsieur Fleming, répond Tucker. Je ne vais pas vous laisser languir. Donc, on peut dire que la société unioniste, c'est une affaire qui concerne la mort. La mort? Ah non, attendez, monsieur Tucker. Allô? Moi, je suis d'accord avec Fleming. Ça mérite une explication. Le mystérieux monsieur Tucker vous la donnera, cette explication, dans un petit instant. Depuis quelque temps, Jerry Fleming est contrarié. Il est en concurrence avec Harry Seton, l'autre directeur adjoint de la société, et Harry semble accumuler les succès. Comble de malchance, Jerry Fleming est harcelé par un certain monsieur Tucker qui veut obtenir un rendez-vous. Finalement, Jerry accepte de le recevoir. « Monsieur Tucker, » commence Jerry, « vous m'avez dit que votre société s'occupe de la mort. Voulez-vous dire que c'est une entreprise de pompes funèbres ?» Monsieur Tucker sourit. C'est un petit homme décharné et chauve avec d'épaisses lunettes qui lui donnent un regard immense. Non, pas exactement, monsieur Fleming. Voyez-vous, les pompes funèbres commencent leur travail quand nous avons fini le nôtre. Notre but, c'est plutôt de conduire les gens jusqu'à la mort. Jerry Fleming fronce les sourcils. Vous êtes médecin, alors? Votre truc, c'est l'euthanasie, je suppose? Presque, monsieur Fleming, presque, mais pas tout à fait. Comment dire? L'euthanasie s'adresse à des personnes qui souhaitent en finir. Au contraire, pour notre part, nous ne demandons pas l'avis de nos clients. Vous me suivez? Jerry approche la main de la sonnette pour prévenir sa secrétaire. « Ainsi, vous tuez les gens sans leur demander leur avis. Qui êtes-vous? Un tueur à gages? Un membre de la mafia? De toute façon, ça m'est égal, j'en ai assez entendu. Dans un instant, vous aurez affaire à la police. Pour qui me prenez-vous? » dit Tucker. « Vous travaillez dans la publicité, monsieur, et ce n'est pas pour ça que je vous traite de voleur. Surveillez votre langage, je vous prie. Je vous rappelle d'ailleurs que notre société ne fait aucun bénéfice. C'est une association à but non lucratif, alors ne nous comparez pas au syndicat du crime. S'il vous plaît, c'est tout à fait déplacé. » Jerry ne peut s'empêcher de sourire, c'est vrai. Monsieur Tucker n'a pas l'air d'un mafioso ni d'un assassin. On dirait plutôt un petit fonctionnaire paisible et doux.
Bien. Poursuivez, monsieur Tucker, poursuivez. Pourquoi tuez-vous des gens? Mais parce que nous les avons jugés, répond l'autre d'un air convaincu. Jugés et condamnés, monsieur Fleming. D'un petit geste de la main, Tucker invite Jerry à se pencher pour lui parler plus doucement. Entre nous, pensez-vous que les milliards d'individus qui peuplent cette planète méritent tous de vivre? Pensez-vous qu'il n'y aurait pas intérêt, dans certains cas, à accélérer le cours du destin? Évidemment, soupire Jerry Fleming, vu sous cet angle. Avez-vous déjà souhaité la mort de quelqu'un? Demande Tucker. Bien sûr, voyons. Des dizaines et des dizaines de fois. Tenez, ce matin encore, je voulais passer un coup de fil dans un bistrot et une vieille dame n'arrivait pas à lâcher le téléphone. Ce qu'elle pouvait m'énerver. Je crois que si j'avais eu un revolver et la certitude de m'en tirer, je l'aurais volontiers vidé sur elle. Voilà. Voilà, triomphe M. Tucker. Nous y sommes. Mais en même temps, votre envie de meurtre était irrationnelle, injuste. De telles pulsions n'intéressent pas notre organisation. Nous ne nous attaquons qu'à des personnes qui méritent bel et bien la mort. Vous me suivez, M. Fleming? Tenez, je vais vous raconter comment est née l'association unioniste. Il y a une vingtaine d'années, vivait un magistrat, le procureur Henson, Dieu ait son âme. Au cours d'un procès, il plaidait contre deux jeunes voyous qui avaient assassiné une vieille dame. Je vous passe les détails, mais il s'agissait d'un meurtre horrible. Tenez, rien que d'y penser, j'en ai froid dans le dos. Eh bien, savez-vous ce qui s'est passé au cours du procès? Figurez-vous que deux psychiatres, deux intellectuels tirés d'on ne sait quelle école, sont venus prétendre que les deux assassins étaient fous. La belle affaire. Ces petites crapules, au lieu de rôtir sur la chaise électrique, ont été transférées dans un hôpital et ils y auraient coulé des jours heureux si... Si quoi? Demande Fleming, passionné par cette histoire. Si le procureur, Monsieur Henson, n'avait possédé la science du vaudou. Ah, le vaudou, Monsieur Fleming, c'est une belle et grande chose. Écœuré par le verdict de ce procès, le procureur Henson a fabriqué deux statuettes représentant les deux assassins et il s'est concentré dessus pour provoquer leur mort. C'est devenu la grande affaire de sa vie d'envoyer dans l'autre monde ces deux criminels. Eh bien, il y est finalement arrivé. Priant jour et nuit pour qu'un châtiment s'abatte sur eux, il a obtenu gain de cause. L'un des deux voyous s'est pendu dans sa chambre d'hôpital et l'autre est mort d'une maladie inconnue et foudroyante. C'est fascinant, souffle Fleming. Cette réussite a donné des idées à M. Henson, voyez-vous. Et c'est ainsi qu'il a créé la société unioniste. Peut-on, par un simple pouvoir de concentration, provoquer la mort de certaines personnes malfaisantes? C'est le but qu'a poursuivi M. Henson après avoir expérimenté sa méthode sur ces deux crapules. Et alors? Demande Fleming subjugué. Et alors, M. Henson s'est fait un devoir de dresser une liste de toutes les personnes qui ne méritaient pas de vivre. Il y en a en prison, bien sûr, mais il y en a également en liberté. Des milliers de monstres, de personnages malfaisants qui courent dans nos rues. Peu à peu, M. Henson a réuni des amis pour qu'ils unissent leurs forces aux siennes. Tous se réunissaient pour souhaiter la mort des hommes qu'ils jugeaient malfaisants. Aujourd'hui, hélas, notre bon M. Henson est mort. Il m'a chargé de prendre sa place. C'est donc moi qui suis chargé de désigner à notre société les ennemis à abattre.
Mais ça ne tient pas debout, rétorque Fleming qui a écouté patiemment. On ne peut pas provoquer la mort de quelqu'un rien qu'en souhaitant sa mort. Je suis libre penseur, monsieur, je ne crois pas du tout à ces superstitions. Croyez ce que vous voudrez, monsieur. Toujours est-il que nous obtenons des résultats surprenants. Voulez-vous des statistiques? Sur tous les gens dont nous désirons ardemment la mort, la moitié périssent dans l'année et 8 sur 10 meurent dans les 2 ans. Nous agissons comme une maladie, monsieur Fleming, tenace, obsédante. Nous choisissons un accusé, nous le jugeons, nous décidons s'il est digne de vivre ou non, et si nous le condamnons, nous nous mettons à souhaiter sa mort. Nous sommes plus de 1500 membres. Imaginez, 1500 personnes qui souhaitent la mort d'un individu. Croyez-moi, le pauvre bougre a très peu de chances de survivre. Le silence se fait. D'abord incrédule, Fleming se laisse gagner par l'éloquence de son interlocuteur. « Voilà pourquoi, poursuit Tucker, je suis venu vous voir. Voilà pourquoi je voulais vous demander, désirez-vous voir mourir quelqu'un ?» Fleming hésite. Ça lui semble tellement extraordinaire. Et puis, après s'être mordillé les lèvres, il avoue « Oui, c'est vrai, je souhaite la mort d'un homme. Il s'appelle Seton, Harry Seton. C'est un collègue de bureau. Il me fait les pires vacheries. Vraiment, il mérite de crever. Mais il a une santé de fer. Mais en s'y mettant à 1500, tous les membres de votre organisation, on pourra peut-être presser les choses. » Monsieur Tucker sourit. D'un petit geste de la main, il arrête Fleming. « Ah non, monsieur Fleming, vous m'avez mal compris, voyons. Il y a quelques jours, quand je suis venu vous voir, j'aurais volontiers accédé à vos désirs. Malheureusement, vous m'avez flanqué à la porte. Vous n'avez même pas daigné me recevoir, alors je suis sorti de votre bureau et, par hasard, j'ai rencontré monsieur Seton. Il m'a reçu et nous avons discuté. » Tucker regarde Fleming avec un étrange sourire. Celui-ci sent une goutte de sueur perler à sa tempe. « Monsieur Seton m'a raconté quel genre d'homme vous étiez, monsieur Fleming, » poursuit Tucker. « Alors je me suis aperçu que j'avais eu tort de venir vous voir. C'est Harry Seton qui est digne de faire partie de notre organisation, pas vous, monsieur Fleming. À la fin de notre rendez-vous, il m'a dit que vous méritiez de mourir. J'ai fait des recherches sur vous et je suis tombé d'accord avec lui. Bref, monsieur Fleming, la société unioniste vous a jugé et condamné. » Monsieur Tucker consulte sa montre et dit « Il est 12h05, monsieur Fleming, depuis déjà quelques instants. Plus de 1500 personnes se sont mises à désirer votre mort. » Sans un mot de plus, Tucker se lève et sort. Fleming reste pensif. Il voudrait que tout cela ne soit qu'un rêve, mais bientôt, il sent renaître ses brûlures d'estomac. Il attrape un comprimé dans le tiroir de son bureau et l'avale, mais que pourront ces petits cachets contre tant de volontés réunies? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.